Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous d'information francophone sur Al Oula, à la une ce samedi. La première causerie religieuse du mois sacré présidée hier par Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin au Palais Royal à Rabat. Une causerie animée par le ministre des Habous et des Affaires islamiques au sujet de l'investissement des valeurs de la religion dans le modèle de développement. « 11 mai, journée mondiale des espèces menacées. Focus sur une espèce animale en voie de disparition au Moyen Atlas, le singe magot, une population qui ne cesse de diminuer ces dernières années. On en saura pourquoi dans ce journal. Et nous irons à Qasr Assa, une forteresse chargée d'histoire depuis sa construction au 7e siècle. Passage de caravane commerciale et lieu emblématique du vivre ensemble. C'est notre nouvelle escale de la série dédiée aux bâtisses construites en pisé. La première causerie religieuse du mois sacré présidée hier par Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin au Palais Royal à Rabat. Amir al-Mu'minin était accompagné de son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay al-Hassan, de son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid et de son Altesse, le Prince Moulay Ismail. La causerie a été animée par le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmad Tawfiq, sur l'investissement des valeurs de la religion dans le modèle de développement. Mohamed El-Ishkar. Cette première causerie religieuse du mois sacré de Ramadan, présidée par Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin, a d'abord porté sur la relation entre la religion et les valeurs. Une relation fait remarquer d'emblée le conférencier, qui n'est guère appréhendé sous un angle philosophique, puisque les valeurs de la religion englobent, du point de vue de l'islam, l'ensemble des vertus et recommandations citées dans le Saint-Coran et la Sunna. Le conférencier, le ministre des Habous et des Affaires islamiques, a expliqué ensuite les concepts du développement et du modèle selon plusieurs approches, avant de souligner que la religion est en elle-même un modèle de développement et que le mode de vie que cette religion propose ne peut être qu'exemplaire. Il a ajouté que le verset coranique dont s'inspire cette causerie « Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes, vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez à Dieu », ce verset donne la signification exacte et profonde de ce que doit être le modèle et l'exemplarité de la vie de la Oumma. Le convenable s'applique à toutes les bonnes œuvres et les actions encadrées par les lois et les institutions adoptées par la communauté pour gérer ses affaires. Le ministre des Habous et des Affaires islamiques a rendu hommage à la pertinence de la politique menée par Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin, et qui se décline à travers la mise en place des institutions de réforme, une action qui s'inscrit, a-t-il dit, dans le cadre de la recommandation du convenable, l'intérêt accordé aux ulémas pour la vulgarisation des préceptes de l'islam, le soutien aux nécessiteux par le biais de programmes sociaux et l'encouragement de la solidarité entre les riches et les pauvres. À l'issue de cette causerie religieuse, Sa Majesté le roi Mohammed VI a été salué par le grand moufti d'Égypte, le vice-président de l'université islamique Darul Huda en Inde, le directeur de l'Institut de la civilisation islamique à Moscou, un membre de la section de la Fondation Mohammed VI de Uléma africains en Côte d'Ivoire, le président de la section de la Fondation Mohammed VI de Uléma africains au Bénin et un ex-professeur universitaire soudanais. Sa Majesté le roi Mohammed VI a également été salué par les présidents des sections de la Fondation Mohammed VI de Uléma africains dans l'Union des Comores et au Rwanda et un membre de la section de la Fondation Mohammed VI de Uléma africains en Angola. Par la suite, le ministre des Habous et des Affaires islamiques a présenté à Sa Majesté le roi Mohammed VI un enregistrement sonore de 20 lectures complètes du Saint-Coran, ainsi qu'un enregistrement commun à 4 mémorisateurs et une trentaine de mémorisatrices ayant enregistré chacune 2 hizb, en plus d'une lecture collective d'un hizb faite dans 60 mosquées du royaume.
Soutien alimentaire Ramadan 1440, l'opération au chevet des plus démunis en ce mois de solidarité. Initiée par la Fondation Mohamed V pour la solidarité, elle vient en aide à 500 000 ménages dans 83 provinces et préfectures du royaume. Sur ces images, la distribution du panier de Ramadan à Tinrir. L'opération nationale mobilise une enveloppe budgétaire de plus de 70 millions dirhams. Elle bénéficie à plus de 2,5 millions de personnes, établies donc dans 83 provinces et préfectures du pays et regroupées au sein de plus de 500 000 ménages donc, dont plus de 400 000 vivent en milieu rural. Un week-end et un début de semaine de canicule sur la majeure partie du pays. Une vague de chaleur commence aujourd'hui dans les provinces du sud, Awsard, Ouaddaha, Boujdour, Laayoune et Smara, où le thermomètre affiche des températures aussi entre 42 et 44 degrés. Demain et lundi, les températures se varieront entre 38 et 42 dans le nord, le Gharb, le Souss, Arhamna, le Seis, mais aussi à l'intérieur de Rabat, Saleh, Srerat, Tmara, Safi et Savira. Ce samedi 11 mai, la communauté internationale célèbre la journée mondiale des espèces menacées. Et oui, de nombreuses espèces animales sont en voie de disparition et ce sont souvent les comportements humains qui sont en cause. En cette journée, on s'intéresse au singe magot, une population emblématique du Moyen Atlas et qui ne cesse de diminuer ces dernières décennies. Une situation que l'on impute à la destruction de l'habitat dans la cédraie. Ahmad Al-Fadeli, Mohamed El-Shkara. Quand vous donnez à manger à un singe magot, savez-vous que vous mettez sa vie en danger car il risque des infections et des maladies? Ce que vous lui donnez à manger n'est pas dans son régime alimentaire naturel. Son régime alimentaire est omnivore, c'est-à-dire il mange des feuilles, il mange des glands, il mange des insectes même. Le singe magot se retrouve aujourd'hui au cœur du circuit touristique proposé pour la découverte du parc national d'Ifrane. Tant mieux, tant que les touristes respectent l'environnement. C'est comme dans un documentaire. En Europe, on voit ça seulement dans la télévision. Et ici, on peut observer les singes, les macaques Sylvanus, vraiment à 2 mètres. Dans ce moment, ils dorment. Cette espèce vit en groupe de 30 à 60 individus, dirigés par un mâle dominant. Ces singes de l'Atlas étaient au nombre de 15 000 il y a encore une cinquantaine d'années, dans les années 70 du siècle dernier. Aujourd'hui, les 2/3 ont disparu. On assiste à un déclin de cette espèce parce qu'actuellement, on n'a que 5000 espèces individus au niveau du Moyen Atlas. Pourtant, le Macaca sylvanus ou singe magot est une espèce animale capable de s'adapter à plusieurs écosystèmes. Le singe magot est capable de coloniser tous les étages de la forêt de 0 à 2600 mètres d'altitude. Il résiste aux températures de moins 10 degrés centigrades à plus 43 degrés Celsius, avec une aire géographique qui s'étend des moyens et hauts Atlas jusqu'aux Rifs. Aujourd'hui, de multiples menaces pèsent sur le singe. La pression humaine d'abord, le surpâturage, l'interaction avec les touristes, le braconnage et évidemment la dégradation de l'habitat naturel, à tel point que les groupes de singes sont aujourd'hui cantonnés dans des isolats. Une étude qui a été faite au niveau du parc, on a identifié 15 isolats, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de connectivité entre ces isolats. Donc il n'y a pas possibilité de chercher les aliments ou bien pour la diversification génétique. Aujourd'hui, des efforts sont déployés pour recréer des couloirs de communication entre les différents isolats, en vue de restaurer la diversité et la richesse génétique de cette espèce animale menacée de disparition. À la une de l'actualité étrangère, un Palestinien a été tué hier par des tirs israéliens dans la bande de Gaza lors de manifestations et de heurts le long de la clôture érigée par Israël. 13 autres Palestiniens ont été touchés par des tirs israéliens lors d'une journée qui était considérée comme un premier test pour le cessez-le-feu instauré lundi après la recrudescence des affrontements entre Israéliens et Palestiniens.
Et au Conseil de sécurité, les divisions se creusent concernant la situation à Idlib, en Syrie. La Russie s'est opposée hier à tout consensus sur cette localité où les hostilités redoublent depuis fin avril. Dans une déclaration solennelle, 11 pays du Conseil ont exprimé leur profonde préoccupation face à l'aggravation de la situation dans cette province, pourtant zone de désescalade garantie en principe par Moscou depuis septembre. Les Algériens ont manifesté pour un 12e vendredi consécutif, le premier depuis le début du Ramadan. À Alger, la foule était dense. La mobilisation a également été forte et stable à Oran, Constantine et Annaba, ainsi qu'à Tizi Ouzou. Les revendications restent les mêmes. Les manifestants rejettent le scrutin présidentiel du 4 juillet organisé par les structures et les personnalités de l'appareil, laissé derrière Abdelaziz Bouteflika. Bonne nouvelle pour les Casablancais. Les habitants de la métropole peuvent enfin emprunter le pont de Sidi Marouf, un pont à Auban très attendu car censé décongestionner les embouteillages dans une zone très empruntée. Un point noir qui n'est désormais plus qu'un souvenir. Zakaria Moukenbillah. Le pont à Auban de Sidi Marouf, enfin ouvert à la circulation. D'une longueur de 224 mètres, ce pont devrait résorber le niveau de congestion de la circulation induite par un trafic de 17 000 véhicules par heure lors des heures de pointe. L'objectif est aussi d'assurer une liaison fluide vers l'autoroute, l'aéroport Kazanir-Chor ou le Technopark. C'est une réalisation bénéfique pour les usagers de la route. La circulation au niveau de ce point connaissait beaucoup de problèmes. Avec ce pont, le trafic va devenir plus fluide. On espère que ce pont va résoudre les problèmes d'embouteillage aux heures de pointe. Les automobilistes ont beaucoup de mal à circuler entre ces quartiers de Casablanca. La réalisation de ce pont permettra d'améliorer les conditions de mobilité urbaine des habitants de la ville et de garantir le bon fonctionnement du trafic au niveau de ce carrefour. Auparavant, la circulation était difficile au niveau de ce point. Après l'inauguration du pont, la différence est tangible. La circulation est plus fluide. Nous sommes satisfaits de ce résultat. Les travaux ont duré 4 ans et nécessitaient 442 millions de dirhams. Financés par le département de l'équipement, la commune urbaine de Casablanca et la direction générale des collectivités locales, ce projet s'inscrit dans le cadre du plan de développement de Casablanca. Faut-il faire du sport pendant le Ramadan? Si oui, à quel moment de la journée et quelle activité choisir? L'équation jeûne et activité sportive est recommandée sous précaution, que vous soyez habitué ou non. Alors comment s'y prendre? Conseil d'experts dans ce reportage à El Jadida, Mounia Marouche. C'est un rendez-vous qu'ils attendaient avec impatience. 3 fois par semaine, ils viennent s'entraîner dans cette forêt. Ces jeunes et moins jeunes débordent d'énergie et le jeûne ne semble pas arrêter leur élan. Le sport fait partie de mon quotidien, mais mon mois de Ramadan, je le pratique et il me convient très bien, car le sport avant tout est bénéfique pour la santé et favorise le bien-être. Le footing demeure l'activité physique la plus importante. Faire un petit footing de 10 à 30 minutes, je pense que c'est suffisant pendant ce mois sacré, notamment pour les débutants. Autant pour les novices que pour les professionnels, personne ne peut nier les bienfaits du sport et les multiples avantages qu'il procure sur les plans physiques et psychologiques, sauf que pendant ce mois béni, quelques précautions s'imposent. Il est conseillé de pratiquer le sport après le ftour, mais pas tout de suite après la rupture du jeûne. Il faut attendre 2 à 3 heures après le repas. Et surtout, pas d'activité nécessitant une forte dépense d'énergie. Donc concilier jeûne et sport est possible et à chacun de choisir la formule qui lui convient, à condition de s'adapter à ses conditions physiques.
Il est à présent temps de retrouver notre série consacrée aux bâtisses historiques du royaume construites en Pisé. On braque les projecteurs aujourd'hui sur un des qsar les plus grands du pays, Qsar Assa, dans la province d'Assa. Une forteresse mentionnée selon la légende par Léon l'Africain, les géographes arabes classiques aimés par le célèbre érudit Mkhtar Soussi. Le site érigé au 7e siècle était un passage des caravanes commerciales et un lieu où le vivre ensemble est tout aussi légendaire. Abdelali Ayed, Mohamed Wahibi et Nisra El Hamdawi. Sur le pic d'une colline rocheuse se dresse un vieux qsar millénaire, ou du moins ce qui en reste. Le qsar d'Assa. Nous sommes dans la province d'Assa, région de Guilmi-Mouednoun. Ce qsar, se déclinant sous forme de groupement de bâtisses, fut fondé au 7e siècle. On raconte que ses occupants n'étaient autres qu'une population multiconfessionnelle, majoritairement des juifs et des chrétiens. Ce village fortifié, construit en terre et en pierre, était un centre de commerce d'où s'approvisionnaient des caravanes sahariennes avant de se diriger vers le Soudan. تاريخ قصر آسا يعود إلى آلاف السنين من الزمن الحجري ومن خلال المنشآت العمرانية وأيضا من خلال مجموعة من المنشآت. D'après certaines recherches, ce qsar remonte à la période préhistorique. Ici, vous pouvez trouver des vestiges qui illustrent certaines coutumes, traditions et croyances populaires liées à la présence de personnes de confession juive et de bien d'autres groupements de population qui s'y étaient installés. Le qsar a une forme d'un croissant de lune, en raison de la forme du relief sur lequel il se tient. L'oasis et le cours d'eau jouxtant l'édifice ont favorisé son élargissement vers la région sud. Le qsar est une multitude de maisons bâties en pisé, entourées de 2 remparts. Celui interne est petit, le rempart externe, lui, est plus haut pour surveiller et garder le lieu. Le qsar dispose de 7 tours et 8 portes. Chaque coin ou ruelle de ce qsar débouche sur une mosquée, une zaouia ou encore un cimetière. À l'intérieur de ces anciennes bâtisses, le visiteur s'offre volontiers une immersion dans le 7e siècle. La simplicité des matériaux de construction de ce groupement d'habitat témoigne de la modeste vie menée par ses occupants. Pour construire ce qsar, l'homme se servait de bois, de pierre, de terre cuite, de tiges de palmier et de laurier rose. Aujourd'hui, seules quelques habitations sont encore occupées. Tout le reste est déserté en raison de l'effritement des bâtisses. Alors, à quand une vraie réhabilitation? Tout un patrimoine est voué à l'oubli. Et c'était le mot de fin de cette édition. Restez avec nous, l'info se poursuit en espagnol sur Al Oula en compagnie de Zobaïd El Fatih. Bel après-midi à tous, à demain.